L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Mais elle peut aussi être une force de destruction absolument redoutable. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va décortiquer ensemble le plan de bataille, si on veut, que les scientifiques élaborent pour protéger nos villes, nos maisons face aux inondations. Une menace qui, on le sait tous, est de plus en plus présente. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui donne vraiment le vertige. Plus de 40 milliards de dollars. C'est le coût, chaque année, des dégâts causés par les inondations dans le monde. C'est énorme. Mais attention, ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Parce que derrière chaque dollar, il y a des vies brisées, des maisons emportées, des souvenirs perdus. Ça, c'est la face la plus tragique et la plus réelle de cet immense iceberg financier. Du coup, la question s'impose. Elle est même inévitable. Face à des pluies torrentielles, à des tempêtes de plus en plus imprévisibles, comment est-ce que nos villes, nos villages peuvent se défendre? Est-ce qu'on est juste condamné à subir, à regarder l'eau monter? Ou est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper, de prendre les devants? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne navigue pas à vue. Non, heureusement. Face à ce défi colossal, il existe un instrument, un outil très précis, une sorte de boussole technique qui guide les experts. C'est ça qui leur permet de construire un plan de défense vraiment solide. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, cet instrument, ça s'appelle une étude de protection contre les inondations. Bon, dit comme ça peut paraître un peu rébarbatif, mais il ne faut surtout pas imaginer un simple rapport qui va prendre la poussière sur une étagère. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable enquête de détectives scientifiques sur le terrain. L'objectif, il est double. D'abord, comprendre très précisément la menace pour une zone donnée, et ensuite, trouver les meilleures armes pour la contrer. Pour que ce soit plus clair, on peut faire une petite analogie. Pensez à un bilan de santé, un check-up complet. Le patient, ici, c'est la rivière et toute la zone qui l'entoure, ce qu'on appelle la plaine inondable. Et les médecins? Eh bien, ce sont les ingénieurs, les hydrologues. Ils vont ausculter, faire des analyses, poser un diagnostic ultra précis avant de prescrire le traitement préventif le plus adapté. D'accord. Mais alors, comment ça se passe concrètement ce bilan de santé? Le processus, il est hyper rigoureux, très méthodique. Allez, on va jeter un œil dans les coulisses de cette enquête pour comprendre comment tout ça s'articule. En gros, ce bilan se déroule en 4 grandes étapes. C'est assez logique, vous allez voir. Tout commence par la phase 1, la collecte de données. On rassemble un maximum d'infos. Ensuite, étape 2, la modélisation informatique. Là, la technologie entre en jeu pour simuler l'avenir. Troisième étape, la cartographie des risques, pour voir noir sur blanc où sont les dangers. Et enfin, on arrive à la 4e étape, la plus importante peut-être, les recommandations, les solutions concrètes. On passe vraiment de la connaissance à l'action. Cette première phase, la collecte de données, c'est la base de tout. Vraiment, tout part de là. Les experts se transforment un peu en historiens, en géographes. Ils vont compiler des décennies de données, les crues passées, les relevés de pluie, et ils vont analyser la topographie du terrain au centimètre près. Sans cette fondation solide, tout le reste de l'édifice s'écroulerait. Et puis vient la modélisation. C'est là que la magie de la technologie opère, si on peut dire. Toutes ces données qu'on a collectées, elles sont injectées dans des logiciels surpuissants. Ces logiciels créent ce qu'on appelle un jumeau numérique de la rivière. Et le but, c'est quoi? C'est de jouer avec le temps. On ne se contente pas de reproduire ce qui s'est déjà passé. Non, on va tester des scénarios futurs. On pose des questions comme « Et si, demain, il pleuvait 2 fois plus qu'en 1993 ?» Jusqu'où montrer l'eau exactement? Ok, donc une fois que les simulations ont livré leurs secrets, que les cartes de risque sont bien établies, l'étude passe à sa phase la plus concrète. C'est vraiment le moment où toute cette science, toutes ces données se transforment en un plan d'action tangible. Généralement, les solutions proposées se rangent dans 2 grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les défenses structurelles. Là, c'est simple, ça veut dire qu'on construit des choses, des digues, des barrages, du béton, du dur. Et de l'autre côté, on a les défenses non structurelles. Là, c'est plus abstrait. Ça touche aux politiques, aux règlements, aux systèmes. Par exemple, revoir les plans d'urbanisme ou mettre en place de meilleurs systèmes d'alerte. Et la boîte à outils est vraiment très large. Ça peut aller de la construction d'un ouvrage physique, comme surélever une digue pour protéger tout un quartier, à des solutions, disons, plus douces, comme définir une zone où on laisse la rivière déborder tranquillement sans que ça fasse de dégâts. Ça peut aussi être purement technologique, comme un système d'alerte qui envoie un message sur les smartphones. Mais le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a jamais une seule solution miracle. La meilleure défense, c'est presque toujours une combinaison intelligente de plusieurs de ces approches. Bon, on a vu le quoi et le comment. Mais terminons avec la question la plus importante, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on investit autant de temps, de ressources, d'argent dans ces études? Il faut vraiment bien comprendre une chose. Une étude comme ça, c'est beaucoup plus qu'un simple document technique. C'est un véritable levier pour l'action.
C'est la preuve scientifique sur laquelle les élus, les décideurs, vont s'appuyer pour prendre les bonnes décisions d'aménagement du territoire. Et puis, très concrètement, c'est souvent la clé, le sésame, qui va permettre de débloquer les millions d'euros nécessaires pour financer les digues, les barrages ou les systèmes d'alerte qui, au final, vont sauver des vies et protéger les biens. Et pour conclure, voici une question qui, je pense, résume tout l'enjeu. Est-ce que le plan de protection de nos communautés est basé sur la météo d'hier ou sur la réalité de demain? Voilà. Ces études, elles nous donnent les moyens d'arrêter de construire nos défenses en regardant dans le rétroviseur et de commencer à anticiper les vrais défis climatiques qui nous attendent. C'est ça, le passage crucial, de la simple réaction à une anticipation intelligente. Merci d'avoir suivi cette analyse.